Bonsoir YouTube et bienvenue dans cette rediff où nous allons lire l'Asile d'Arkham qui est toujours un Choose Cthulhu. On a fait l'intégralité des Choose Cthulhu sortis jusqu'à maintenant, les 7 tomes. C'est toujours Chaco qui l'édite. Vous pouvez toujours vous le fournir avec le lien dans la description sur Philibert et je toucherai 5%. Et comme c'est marqué en bas à droite de votre écran, c'est une publicité puisque j'ai reçu les livres gratuitement mais je n'ai pas été payé pour l'occasion. Effectivement, heureusement qu'on a sauvé le griffon dans Alice. Et les prochains tomes, ça sera la couleur tombée du ciel et le festival, et ça me hype. Et c'est vrai que c'est un truc dont je parle assez rarement. Ces bouquins-là sont espagnols à l'origine. C'est fou ça, non? Et je peux même vous dire que c'était prévu que ça soit sans détour qu'ils adaptent à l'époque. Lol. Nous sommes donc partis, installez-vous tranquillement. Et bienvenue dans l'Asile d'Arkham. Qui aurait dit que vous déambuleriez un jour dans un tel labyrinthe, rempli de formes et de couleurs, d'ombre et de lumière, de silhouettes du monde réel qui se mélangent sous vos yeux comme une palette d'aquarelles délavée par la pluie. Vous ne vous souvenez pas comment vous êtes arrivé dans ce lieu obscur. Vous ne sauriez pas dire s'il s'agit du fruit de votre imagination. L'endroit est oppressant, humide, et résonne de sons qui vous empêchent de dormir sans que vous puissiez les identifier. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous incapable de bouger les bras? Quelque chose vous comprime le torse, vous privant de votre liberté. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de blouse rigide? D'un blanc crasseux? Un blanc malade de la variole? Une chemise dont les manches, absurdément longues, davantage que vos bras, sont attachées dans votre dos et vous interdisent de bouger. Où êtes-vous? Où vous ont-ils enfermé? Concentrez, vous tentez de vous remémorer comment vous avez pu vous retrouver dans une cellule, car c'est bien une cellule, n'est-ce pas? Avec des murs capitonnés pour ne pas vous blesser. Quel est votre nom? Le savez-vous encore? Les hommes en blanc qui vous ont amené ici vous appellent Patient 77. Mais ce n'est pas la vérité, vous avez un patronyme. Deux solutions s'offrent à vous, pour sortir d'ici. Vous pouvez leur montrer que vous n'avez pas perdu l'esprit, que tout ce qui vous est arrivé est réel. Ou bien jouer le jeu et attendre le moment propice. Si vous estimez devoir les convaincre que vous n'êtes pas fou, allez machin. Si vous pensez que vous êtes plus judicieux de vous adapter et d'attendre votre heure, allez machin. Et si vous êtes persuadé qu'il s'agit d'un piège tendu par des créatures d'un autre espace-temps, vous devez peut-être essayer de vous échapper. Yes! Alors, quel choix, mesdames et messieurs. S'expliquer. Patienter. Enfin, jouer le jeu, je vais plutôt mettre. Jouer le jeu. Ou bien fuir parce qu'on est fou. Vous allez faire n'importe quoi. Très bien, vous jouez. Il y a quand même 30% des gens qui veulent fuir parce qu'ils sont fous. Pas une bonne idée, je pense. Très bien. Nous jouons au jeu et nous allons donc à la page 26. Alors, un autre truc qui est vachement bien dans ces bouquins, c'est que toutes les pages ont un numéro. D'habitude, c'est des petits trucs, c'est un peu chiant pour se repérer. Durant les semaines ou les mois qui suivent, vous êtes soumis à ce qui se fait de plus moderne en manière de traitement psychiatrique. Électrochoc, eau sous pression, micro-trépanation. Et goûtez à un large éventail de médicaments et de psychotropes. Au début, vous vous efforcez de coopérer du mieux possible, répondant aux incessantes questions, obéissant aux exigences dégradantes des médecins, vous efforçant de ne pas fondre en larmes à chaque humiliation. Vous subissez cette fausse thérapie, cette discipline obscure et perverse de la science frôlant la torture que l'on nomme l'expérimentation psychiatrique. Au bout du compte, vous êtes prêt à jurer
que tous les événements qui vous ont conduit dans cet asile infâme ne peuvent pas être pires que d'y rester 1 minute supplémentaire. C'est donc ainsi que l'on soigne la folie, en rendant la mort plus douce. Comment vous portez-vous, patient 77 ? Beaucoup mieux, je crois. Face à vous sont assis 2 hommes en costume noir et 2 vieilles femmes flétries en tenue d'infirmière. Celui qui semble être leur chef, un vieillard au nez aquilin et au crâne dégarni tavelé de croûte, braque sa lampe sur vos pupilles, examinant vos réactions. Je pense que nous pouvons le faire passer au niveau 2. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Les autres acquiescent et s'empressent d'apposer un sceau sur un dossier de couleur jaune qui porte votre numéro. Très bien, patient 77. Votre internement est officiellement terminé. Que diriez-vous de respirer un peu d'air frais ? Vous bafouillez votre approbation, page 226. 200 pages de plus. Peut-être on va finir, hein. Peut-être on va pouvoir sortir, les gens. La police arrive. À cap! Dès que les examinateurs ont quitté votre chambre, 2 gardiens les remplacent et se mettent à faire le ménage. Bien qu'abrutis par les médicaments, quelque chose ne vous paraît pas normal. Si ces 2 hommes portent bien des tenues de l'hôpital, leur uniforme est noir au lieu du vert habituel. Et un autre détail pique votre curiosité. Plutôt que de nettoyer la zone dans laquelle votre sphincter s'est de nouveau abandonné, il s'applique à briquer l'espace qu'occupaient les hommes en costume. Arrive ensuite un autre surveillant, cette fois vêtu de l'uniforme habituel, qui vérifie que votre camisole de force est bien attachée avant de vous emmener dans le couloir. « Vous voilà devenu important !» dit-il en indiquant le numéro 77 brodé sur votre col. « Faites très attention dehors. Si vous êtes malade, vous resterez assis au soleil et vous ne vous attirerez pas d'ennui. » Il vous pousse vers une porte rouge au bout d'un couloir aseptisé, au sol carrelé de dalles noires et blanches. Dans le cas contraire, ils viendront vous chercher. Et vous pouvez me croire, c'est loin d'être aussi drôle que les médecins le prétendent de passer le reste de sa vie avec un morceau de cerveau en moins. Il ? Si vous souhaitez demander au surveillant de quoi il parle, ou si au contraire vous pensez qu'il vaut mieux vous taire pour votre sécurité. La curiosité, les gens. Questionner, se taire. Votez, mesdames et messieurs. Ah, la curiosité vit d'un défaut, mais porteur d'informations. Vecteur de savoir. Très bien. On va en 106. Toujours en 6 pour l'instant. C'est notre numéro fétiche, on le garde. Après, je sais pas si c'est une bonne page, mais j'aime bien 6. Vous tentez de bredouiller quelque chose, mais votre voix n'atteint pas vos oreilles. L'homme s'immobilise et vous attrape par une des sangles de votre camisole. « Écoutez-moi !» vous prévient-il en allumant une cigarette. « Ne le prenez pas mal. Je n'ai rien contre vous personnellement, mais les 77 sont dangereux. Le vieux Perkins a essayé d'aider la femme. Il a fini en cellule avec elle. » Il aspire une longue bouffée, puis vous passe la cigarette qu'il place entre vos lèvres tremblantes. « C'est le geste le plus amical que quiconque fera pour vous. » Ah non, c'est dans le texte, pardon. Non, si ça. Profitez-en. Si, c'est ça. La nicotine et le goudron atteignent à peine vos poumons, mais cela suffit pour diffuser quelques endorphines dans votre système et vous permet de lire le nom brodé sur son revers. Talbot 7. 7 Talbot. D'accord ? D'une poussée, il vous incite à avancer. Vous arrivez dans la cour. Page 20. Attends, je veux juste voir s'il y a quelque chose, page 77. Il y a quelque chose, page 77. Mais ce n'est pas la suite du récit. Lorsque la porte s'ouvre, la lumière du jour vous brûle les rétines. Le gardien vous pousse à nouveau et vous vous retrouvez dans une gigantesque cour intérieure située entre les 2 ailes du pavillon principal de l'asile d'Arkham. Tandis que votre vision s'accommode à la clarté du soleil, vous distinguez seulement les 4 murs épais qui vous séparent de la liberté, aussi hauts que des falaises et tout aussi menaçants si vous en approchez trop.
Pendant quelques instants, vous déambulez dans un espace de la taille d'un demi-terrain de football rempli de gens, patients et infirmiers. Alors, Vous lance le gardien en désignant la cour. à gauche, d'où nous venons, il y a les fous inoffensifs. Mais à droite, Il vous montre l'aile opposée. c'est l'endroit où vous ne voulez pas finir. Compris? C'est la zone des résidents permanents. Pour le moment, vous faites partie des fous ordinaires. Ne cherchez pas les ennuis, ou vous hurlerez pour toujours dans une cage. Il vous déleste votre camisole et vous laisse enfin tranquille. Vous avez peine à croire que vous respirez de l'air frais, mais alors que vous regardez autour de vous, vous sentez monter un sentiment de panique. Oh shit. Oh putain. Effectivement, oui, je comprends. Le gris, sale, du sol en ciment et le brun rougeâtre des murs de briques nues, beaucoup trop hauts et surmontés de barbelés menaçants, vous donne l'impression d'être une fourmi capturée sous une tasse. Les seules interruptions de la symétrie de ces remparts sont 2 portes peintes en rouge, celle par laquelle vous êtes entré dans le mur ouest et une seconde exactement semblable dans le mur opposé, à la seule différence qu'elle est renforcée par des barres d'acier. Le plus intéressant cependant sont les patients qui s'agitent en tous sens. Vous êtes littéralement exilé en compagnie de centaines d'hommes et de femmes mis à l'écart d'une société qui les craint et les répudie. Vous identifiez les hystériques qui courent en cercle en se parlant à eux-mêmes et se mettent à crier dès qu'on les approche. Au fond de la cour, les paranoïaques vous observent à la dérobée, tentant de disparaître dès que vous les regardez. Au centre sont regroupés ceux qui souffrent de phobies sévères, qui hurlent et se frappent le corps pour se défendre de ceux qui peuplent leurs esprits. L'horreur pure de la déraison incarnée sous la forme d'hommes et de femmes qui se comportent comme des enfants dans une cour de récréation, incapables de s'affliger de leur affreuse condition. Si vous pensez que le moment est venu de planifier votre évasion, ou si vous préférez observer les fous jusqu'à la fin de la récréation. Ok. Planifier ou observer. Et vous avez le droit à une belle illue, encore une fois, de la cour avec les différents fous de l'asile d'Arkham. Il y a des trucs marqués, un B17, A30 quelque chose, C11. Ah, c'est terrifiant. Vous souhaitez observer, très bien. 158. Cela fait si longtemps que vous êtes prisonnier de cet enfer que c'est précisément tout ce qui vous reste, du temps, pour observer. Parmi tous les patients qui vous entourent, 2 choses retiennent votre attention. La première est un groupe d'hommes et de femmes qui hurlent inlassablement en direction d'un mur, celui qui correspond à la façade de l'établissement. De la tête, ils désignent le point de jonction entre l'immense toit d'ardoise noire du bâtiment principal et le mur vertical délimitant la cour, débitant des paroles incohérentes ou tentant de mordre l'air. Vêtus de camisoles de force qui immobilisent leurs bras, ils en sont réduits à se balancer d'avant en arrière ou à entrechoquer leur front comme s'ils voulaient s'ouvrir le crâne. La seconde est une jeune fille d'âge indéterminé, toujours assise en silence dans la partie la plus sombre de la cour. Si vous souhaitez vous approcher pour voir ce que montrent ceux qui crient, ou si vous êtes davantage intrigué par la mystérieuse jeune fille internée dans cet hôpital. Le groupe, la fille. Je sais pas, la fille ça me semble plus rassurant parce que c'est moins inquiétant, mais je sais pas. Vous choisissez la fille. Je comprends. 137. Faut qu'on retrouve le 6 les gens. Vous vous approchez de la jeune fille de la cour.
Elle a environ 18 ans et vous ne savez pas très bien si elle est jolie ou s'il émane simplement d'elle un charme exotique et captivant. À présent, en tout cas, elle n'est plus qu'un déchet humain. Elle trace des signes sur le sol avec ses ongles. Ses cheveux bruns tombent en cascade devant son visage et elle ne les repousse pas, comme si elle voulait se cacher du monde. Elle possède une chevelure brillante, une peau diaphane et un regard clairvoyant logé dans un visage carré qui respire la sérénité. En d'autres temps et d'autres lieux, elle aurait incarné l'image de la sagesse. Ici pourtant, elle n'est qu'une démente de plus. Bonjour, l'abordez-vous timidement. La jeune fille ne paraît pas vous entendre. De nouveau, vous la saluez sans plus de réaction de sa part. Elle reste concentrée sur ses dessins. Vous agitez une main devant ses yeux, mais hormis un geste d'agacement et un déplacement pour mieux voir le sol, vous n'obtenez pas de réponse. « Vous perdez votre temps !» dit une voix masculine derrière vous. 121. Vous faites volte-face et découvrez un homme d'une quarantaine d'années, vêtu de la tenue des médecins de l'hôpital. Une mèche brune qui rebique sur son front lui donne un air juvénile. Les mains dans les poches de sa blouse, il semble flegmatique et concentré, comme s'il regardait la jeune fille avec un intérêt plus que médical, ce qui, ici, d'après ce que vous avez vu, ne peut s'apparenter qu'à du sadisme. « Monsieur, elle ne vous répondra pas tant que vous n'aurez pas résolu son énigme », précise-t-il. Vous êtes mal à l'aise. C'est la première fois depuis des semaines que l'on s'adresse à vous avec respect. Et il vous a donné du monsieur. Quelle énigme ? Bredouillez-vous. Ses caractères, sans queue ni tête qu'elle dessine. Ils sont la clé pour accéder à son esprit. Ça fait 2 ans que je les étudie, mais j'ai seulement découvert certaines relations mathématiques entre les symboles. Qui êtes-vous ? Il fait mine de vous tendre la main, mais se ravise à la dernière seconde. C'est une bonne chose. Si quelqu'un le voyait se rapprocher d'un patient, il aurait sans doute de très gros ennuis. 83. J'avoue, c'est une énigme. On va la poutrer, c'est une énigme. Laissez-nous 5 minutes, tu m'étonnes. Mon nom est Alexandre. Docteur Francis Alexandre. Je suis un médecin-chercheur aliéniste. J'ai la charge d'une bonne vingtaine de patients dans cet hôpital. Judith en fait partie. Vous remarquez qu'il prononce son prénom avec respect, comme s'il s'agissait pour lui d'un être humain. Vous souhaitez réellement la guérir ? Cela vous étonne au plus haut point. Oui, c'est ce que nous devrions vouloir pour vous tous. Tous les autres malades, mais vous êtes conscient de ce qui se passe ici. Nous sommes dans un abattoir, pas dans un établissement de soins. Vous ne savez pas ce qui est le plus choquant. Que ce docteur vous parle aimablement ou le terrible aveu qu'il vient de vous faire. Je dois y aller, coupe-t-il court. Il faut que je prépare le traitement de Judith. Il tourne les talons, suivi d'un adorable petit chien, un chihuahua, plein de caractère. Mais alors qu'il s'éloigne, un papier plié en 2 tombe de sa poche. Qu'allez-vous faire ? Si vous souhaitez le ramasser et le lire, allez page 68. Si vous préférez étudier plus attentivement les écrits de Judith. Okay. Alors moi je dis, un médecin gentil avec un chihuahua, on est peut-être juste en train d'avoir une allure, hein, mais bon. Ramasser le papier, étudier les trucs de Judith. Après, ils ont tous des camisoles de force, donc le chien est gérable, je pense. Mais ça me paraît risqué quand même. Soyons honnêtes. Très bien. C'est de course. C'est possible. Hein. 68. Putain, je vous le dis si on n'arrive pas à 69, hein, vous inquiétez pas. C'est notre seul but. Entre 2 courtes enjambées, vous vous rapprochez du papier. Vous le ramassez et le dépliez avec soin. Il s'agit d'un poème rédigé d'une main nerveuse. Dès mon réveil, je commence à écrire, possédé, comme si la feuille refusait de rester vierge. Elle m'appelle de ses soupirs à la fois provoquants et enchanteurs.
Sur le papier, je couche mes rêves de structure cyclopéenne, les yeux emplis de larmes, des chiffres et des lettres sans queue ni tête qui veulent me dire quelque chose. Quelque chose que je ne comprends pas, que je ne devrais pas comprendre. Ma plume court, balayant la fumée de la pipe que je viens d'allumer. Dans ces volutes, je distingue les mots. Je ne me souvenais pas d'avoir écrit à l'encre rouge un cri. J'inscris ces dernières lignes pour qu'elles ne sombrent pas dans l'oubli. Mon aimée, Judith. Impensable. Un médecin amoureux d'une démente. L'a-t-il confessé à quelqu'un ou s'agit-il de son secret le plus sombre? Certainement la seconde opinion. Un amour inavouable entre un docteur et sa patiente qui, s'il venait à éclater au grand jour, en mettrait un terme à la carrière du premier et précipiterait la seconde au fond d'une tombe anonyme. Oh putain. 229. Interloqué, vous regardez le médecin se diriger vers l'entrée du bâtiment réservé aux internes et inaccessible aux patients. Le hasard veut qu'en cet instant, les gardiens, armés de matraques qui assurent la sécurité, se soient éloignés pour fumer. Vous pouvez tenter de rattraper le docteur pour lui parler avant qu'il disparaisse à l'intérieur, ou rester où vous êtes avec l'étrange jeune fille. Qu'allez-vous faire? Vous savez que si on va là-bas, on va crever. Mais bon. Si vous poursuivez le médecin, je pense qu'on crève. Moi, je dis ça. Qui suis-je finalement? Que quelqu'un qui a eu 110 sur 100 en tant que pirate. Et qui a été lamentablement trahi par sa mousse. Mais bon. C'est vrai, vous êtes un excellent pirate, Capitaine, monsieur. Vous avez voté donc pour étudier les dessins de Judith 247. On s'éloigne de plus en plus de 69, ça m'inquiète. Vous vous placez derrière la jeune fille pour voir par-dessus son épaule, dans le même angle qu'elle. Ses caractères, qu'elle trace, comme le docteur les a qualifiés, ressemblent à première vue à un absurde galimatia. Des angles, des boucles, des séquences, un alphabet que nul autre qu'elle ne doit connaître, né de la démence de celle qui les dessine. Mais le docteur Alexandre affirme y avoir décelé des relations mathématiques. Cela se pourrait-il? Au bout d'un moment passé à les observer, certains des signes qu'elle trace vous semblent familiers. Oui, vous les avez déjà vus, mais où? Et pourquoi cette idée vous fait-elle frissonner? Tout à coup, dans un soubresaut, votre esprit s'éclaircit. Et un souvenir d'un autre temps, d'une réalité antérieure à cet asile vous traverse comme un éclair. Vous savez, vous avez vu des symboles similaires. Dans un livre maudit que vous avez consulté une fois à l'université. Un grimoire impie et macabre, relié en peau humaine, que vous avez dû compulser pour vos recherches. Cette jeune fille a-t-elle eu entre ses mains le livre maudit? En a-t-elle mémorisé les graphies sanguinaires? Est-ce la raison de sa folie? Oh Fatch. Oh putain. Voilà bien la chose la plus insolite dont vous ayez été témoin ces derniers temps. Et vous en avez vu des bizarreries. Vous devez absolument résoudre ce mystère. Quelque chose l'exige en vous. Allez savoir, si vous aidez le bon docteur à guérir cette jeune fille, peut-être qu'il vous en rendra grâce et vous renverra l'ascenseur. Comme le dit l'adage populaire, il est toujours bon d'avoir des amis, même en enfer. Sans quitter Judith des yeux une seule seconde, vous attendez la tombée de la nuit et le départ des gardiens qui la ramènent dans sa cellule. Derrière elle, ses écrits sont abandonnés à la poussière, emportés par la brise. Aussi silencieux qu'un serpent, vous leur emboîtez le pas pour voir dans quel pavillon ils la conduisent. Dans celui qui est voisin au vôtre. Parfait. Ce soir, il y aura de l'action. Attendez. Mince, ça c'était au tout début. Mais bon, c'est regardable, c'est l'élu du tout début. Trop bien. Vous frottez les mains et courez sans plus attendre. Ok, d'accord, 210. Vous attendez que la nuit tombe dans un état de nervosité extrême au point de vous ronger les ongles jusqu'au sang.
Peut-être en raison de la bienveillance imprévue dont a fait preuve l'un des responsables de ce lieu. Même si le docteur Alexandre n'est pas haut placé dans la hiérarchie, c'est toujours mieux que ce que vous aviez la veille. Ce genre d'amitié se cultive. Rapidement, la lune monte au firmament, enveloppée d'un linceul de nuages blancs. Son sourire, semblable à celui du chat du Cheshire... Putain, on est de retour dans le cauchemar là. Indique, telle une horloge, que le temps des rêves est venu, et celui des mauvaises actions. Comme celle que vous êtes en train de commettre à l'heure de l'appel du soir des patients. Vous savez que le temps vous est compté avant qu'ils ne se rendent compte de votre absence, et vous pressez le pas. Dissimulé sous un bureau de l'intendance, vous attendez que le gardien qui surveille le pavillon de Judith regarde ailleurs, pour vous glisser subrepticement par la porte. Le bâtiment est identique au vôtre. Ses corridors parfaitement symétriques et vous êtes en terrain connu. Vous vous hâtez dans le couloir, vous dissimulant dans les ombres à la recherche du docteur Alexandre et de la jeune autiste. Autiste ? Page 89. Peut-être autiste, mais... Admettons. Vous parcourez au pas de course les couloirs à la recherche de la cellule de Judith. Vous ignorez où vous allez et les gardiens peuvent surgir à tout moment. Vous commencez à paniquer. Ce n'était peut-être pas la meilleure des idées. Soudain, un bruit retentit au loin. Les jappements d'un chien dont l'écho cristallin résonne dans les couloirs déserts. Vous les suivez jusqu'à une porte qui s'ouvre sur un escalier menant au sous-sol. Un nouvel aboiement vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Merci le chien. Vous arrivez bientôt dans une pièce chargée d'humidité, une sorte de chaufferie. C'est alors que vous découvrez le docteur Alexandre et son inséparable chihuahua, en compagnie de la jeune Judith, recroquevillée sur elle-même et tremblante de froid. On lui a donné une plume et du papier. Lorsqu'il vous aperçoit, le médecin sourit. « Vous êtes venu ?»« Vous m'avez appelé ?» répondez-vous comme si vous deviez vous justifier. « En effet, d'une certaine manière. Restez ici avec Judith, pendant que je cherche la trappe. » Page 91. Que manigance ce médecin? Est-il en train d'élaborer son propre plan d'évasion avec Judith? Quel retournement de situation, mais pourquoi passer par la chaufferie et pas par l'entrée principale en falsifiant une autorisation de sortie? Ça vous paraît louche. Vous constatez que la jeune fille marmonne entre ses dents en même temps qu'elle écrit sur les feuilles de papier. Des symboles étranges comme ceux qui figurent dans le Necronomicon, écriture oubliée depuis des millénaires consignant des noms et les titres de 1000 créatures innommables. C'est le gardien de mon destin. Il écrit mon nom dans les pages d'occulte. D'une plume trempée dans le sang, répète Judith dans une sorte de litanie. Mais de qui parle-t-elle? Du docteur Francis Alexandre? Son soi-disant sauveur ou d'une autre personne? À la réflexion, parce que vous avez vu bien des choses semblables par le passé, vous n'êtes pas certain que les intentions du praticien vis-à-vis de sa patiente soient totalement pures. Si vous êtes optimiste et pensez que le docteur Alexandre veut réellement aider Judith, allez page 46. Si vous estimez au contraire que le docteur prépare un mauvais coup, allez page 208. Ok. Confiance dans le médecin. Le médecin est méchant. Je sais pas, les deux... Il y a une page en 6 ? Ah ouais, 46, c'est vrai. Si on est optimiste. Est-ce que c'est une bonne chose ? Ok, le médecin est méchant. Page 208. Quelque chose n'est pas net. Votre méfiance est en alerte. Tous les docteurs dans cet asile sont de dangereux psychopathes. Pourquoi celui-ci serait-il différent? Il s'agit sans doute d'une ruse pour emmener la pauvre Judith dans un lieu obscur et secret à l'abri des regards, ou lui faire subir Dieu sait quelle atrocité. Vous devez l'en empêcher.
La voilà, j'avais raison, s'exclame Alexandre en ouvrant une trappe dissimulée derrière la chaudière. Son petit chien, que vous avez entendu nommer Percy à plusieurs occasions, aboie comme un fou. Ces galeries sont antérieures à la construction de l'hôpital et conduisent vers l'extérieur. Nous les emprunterons pour sortir d'ici. Un instant, lui lancez-vous comme un défi. Qu'est-ce qui me prouve que vous dites vrai? Que vous n'êtes pas en train d'enlever cette pauvre fille en vous servant de moi? Quel est mon rôle dans tout ceci? Pourquoi avez-vous besoin de mon aide? Je suis peut-être un appât qui se fera prendre de l'autre côté pendant que vous vous échapperez tous les deux tranquillement. Pour quelle autre raison m'auriez-vous demandé de vous rejoindre? Le praticien vous agresse un regard las, comme s'il s'attendait à entendre vos doutes. Une étrange lueur traverse ses iris de gauche à droite. Je n'ai pas de temps à perdre, grogne le docteur Alexandre en vous montrant la trappe. Approchez. Au bout du tunnel, il faudra aider Judith à sortir et je ne pourrai pas le faire seul. J'ai besoin de votre aide. Ah! C'était donc ça, murmurez-vous. Vous observez la jeune fille qui continue de tracer des signes sans queue ni tête, des symboles inconnus. Elle semble en proie à une sorte de transe pathologique, une fièvre qui guide sa main, recroquevillée autour du crayon, comme crispée par l'arthrose. Les étranges pattes de mouche se succèdent en un flot ininterrompu, et vous avez parfois le sentiment de reconnaître quelques noms venus d'une autre réalité. Allez, le temps joue contre nous. Aidez-moi à faire descendre Judith dans cette galerie. Tout cela ne vous dit rien qui vaille. Il se passe quelque chose de louche et le docteur Alexandre ne se donne même pas la peine de le dissimuler. Derrière lui, vous entendez le rugissement du feu dans la chaudière principale dont la porte est ouverte. C'est peut-être votre unique chance de vous échapper de ses griffes et de sauver cette pauvre fille. Si vous décidez de pousser le docteur dans la chaudière, ou si vous préférez vous taire et lui obéir. Allez, meurtre ou soumission? On est Costco. On est... Je sais pas si on est costaud. On est dans un hôpital psychiatrique depuis longtemps. Enfin, un asile même, donc... Je ne sais pas si on est costaud, les gens. Encore un meurtre. Décidément. 203. Au fond de ses yeux, la vérité prend forme. Ce médecin est un suppôt des forces du mal. Vous devez vous débarrasser de lui avant qu'il vous entraîne, la jeune fille et vous, dans son piège. Ni une ni deux. Vous le poussez violemment dans la chaudière. Les flammes enveloppent son corps tandis qu'il pousse des cris effroyables. Vous attrapez son petit chien et le jetez aussi dans le feu purificateur. Personne ne doit en réchapper. Judith se met à hurler, horrifiée. Vous tentez de la faire taire, de la convaincre que le docteur Alexandre était une mauvaise personne, que vous avez agi pour le mieux. Mais elle perd connaissance et ne se réveillera jamais plus. Les derniers événements ont été pour elle la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la plongeant à jamais dans un état catatonique. Vous essayez bien de tout expliquer aux gardiens, alertés par les cris, mais ils vous donneront la correction de votre vie et vous n'y survivrez pas. C'est le cadet de vos soucis. Vous prenez conscience d'avoir commis une erreur, la pire de toutes. Et c'est finalement tout ce que vous méritez. Fin. Allez là, on lui obéit. Au petit docteur. Attendez, c'est combien? 212. Vous ne lui accordez aucune confiance, mais vous décidez de jouer le jeu. Après tout, cette galerie, si elle mène bien à l'extérieur de l'asile, pourrait être votre bombe sortie. Ensemble, vous aidez la jeune fille à s'introduire dans le passage exigu et à progresser en rampant sur plus d'1 kilomètre. Dans l'obscurité et le froid, ce périple vous semble interminable. Vous lapez des gouttes de liquide suintant du plafond pour hydrater votre gorge asséchée, priant pour que ce soit de l'eau. Au bout d'1 heure d'effort,
vous atteignez enfin l'extrémité de ce tunnel. Le docteur Alexandre montre le premier pour ouvrir une trappe. Vous êtes ébloui par la lumière du jour qui vous brûle les yeux. Vous aidez Judith à sortir, puis vous tendez votre main à votre tour. Le docteur la saisit et vous tire dehors. Il ne vous a pas trahi. Vous êtes finalement sorti de l'asile, prêt à commencer une nouvelle vie. Fin. Ok, je pense qu'on a speedrun. Je vous propose qu'on retourne dans la cour. Ah bah, des fois, vous pouvez tomber sur les bonnes réponses. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choix, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je vous propose de retourner là où on peut voir les gens. Voilà. Il y a plein de possibilités en fait, de fin. Donc là, c'est une parmi tant d'autres. Merci la vieille chabrette, merci Mortal Wombat. Les autres, je vous ai déjà remercié, je crois. Donc, on revient dans la cour et on s'approche de ceux qui crient, d'accord? Pour voir une autre possibilité. Vous savez, ceux qui regardaient le coin, etc. Il y a une fin où on tue tout le monde. Je pense qu'il y a plein de fins. Parce que là, je viens de voir des trucs qu'on n'a pas du tout vus. C'est dit pas. Certains prétendent que la folie permet d'accéder à un autre niveau de perception. Ces gens voient peut-être des choses qui vous sont invisibles, ne serait-ce qu'à l'intérieur de leur esprit altéré. Vous vous approchez du groupe d'hommes et de femmes qui forment un cercle irrégulier, telle une foule immobile qui contemple les cieux en poussant des cris désespérés. Les autres patients ne semblent guère leur prêter attention, bien que leurs gémissements couvrent tous les autres bruits de la cour. Alors que vous n'êtes plus qu'à quelques pas, un individu immense fonce sur vous comme un train qui vient de dérailler. Terrorisé, vous avez le temps de remarquer ses cheveux blonds, son corps massif et ses yeux écarquillés. Il est trop tard pour l'esquiver, alors vous vous contentez de lever les deux bras pour amortir le choc. Mais avant qu'il ait lieu, un groupe de gardiens l'intercepte et le roue de coups sous vos yeux. « Ne vous approchez pas d'eux !» vous hurle le géant. « N'entrez pas dans le cercle ou ils vous prendront !» Un des surveillants le frappe avec une matraque en plomb avant qu'il puisse continuer et vous entendez distinctement son crâne éclater sous l'impact. Est-il encore en vie? Quoi qu'il en soit, ses agresseurs traînent son corps inerte vers le bâtiment principal. Si vous souhaitez malgré tout vous approcher du cercle des fous qui gémissent, ou si vous préférez connaître le sort de l'inconnu qui a tenté de vous avertir. Ok. Groupe ou géant mort? Putain, mais vous êtes des malades! Faut looter. Mais ils sont en train de le traîner. Comment ça, faut looter? Bah, il est mort, je le loot à moi. Putain, mais. Enfin, Flamma, t'es dans BG3, toi. Genre, ça m'a saoulé, j'ai vu un let's play de quelqu'un. Et le mec, il arrivait vers la fin de l'acte 1 avec genre 100 pièces d'or. Ou 200 pièces d'or. Je dois en avoir 20 000. Géant mort. Les orteils de géant, c'est pour les potions, tu sais. C'est vrai. 231. Putain, les gens, l'autre c'était page 269. Vous suivez les infirmiers jusqu'à la porte du pavillon où vous êtes interné. Il semblerait que le fou furieux qui a tenté de vous éperonner soit toujours vivant, en dépit de la correction qu'il a reçue. Vous le voyez remuer avant qu'il l'emmène à l'infirmerie. On dirait même qu'il vous adresse des signes. Vous avez l'impression qu'il indique des yeux la porte du réfectoire et, quand vous lui retournez un regard interrogateur, il hoche la tête, aspergeant les carreaux du sang qui coule de ses blessures.
Pendant ce temps, dans la cour, l'agitation qu'il a provoquée a semé le chaos et les infirmiers commencent à ramener les patients dans leurs cellules. Quand arrive votre tour, vous remarquez que les seuls à rester dehors sont ceux qui crient en s'adressant au ciel. Demain, vous devriez peut-être essayer de vous renseigner sur le géant qui vous a mis en garde à leur sujet. Vous prenez vos pilules et un peu de repos. Page 92. Vous vous retrouvez bientôt sur votre couche, tremblant et vomissant, jusqu'à ce que l'épuisement ait raison de vos forces et que vous perdiez connaissance. Une nuit comme les autres, dans l'infâme asile d'Arkham. À 7 heures du matin, les thèmes musicaux joyeux et entraînants des Miles Brothers sont diffusés en boucle par les haut-parleurs du pavillon principal. Sur leur jazz endiablé, joué pour couvrir les cris des patients et les lamentations de ceux qui sont conduits en thérapie, vous parvenez à vous lever pour prendre votre première dose de barbiturique de la journée. Celle de la veille a été épouvantable. Celle de la veille a été éprouvante, et il ne fait aucun doute que vous devriez vous résoudre à moisir ici le restant de vos jours, si vous ne passez pas très vite à l'action. La meilleure chose à faire est de vous rendre au réfectoire, page 177. Il y a 77 dedans, c'est positif. Le plus clair de la vie sociale d'Arkham, si on peut l'appeler ainsi, la routine monotone de l'asile, la routine monotone de l'asile, se déroule au rez-de-chaussée de l'aile ouest. Le réfectoire des internés et la zone de détente occupent les deux moitiés d'un pavillon de forme irrégulière évoquant une salle de bal. Un des murs, construit en briques, comportait certainement une baie vitrée qui a été condamnée et vous rappelle de manière insistante et douloureuse la liberté dont il vous sépare. Bonjour, 217. Ne dites rien. J'ai pris de grands risques pour vous. J'espère que vous ne me décevrez pas. L'homme qui s'adresse à vous est celui qui a été brutalement matraqué hier dans la cour. Pourtant, hormis un épais pansement qui lui couvre la moitié du visage, il ne semble pas si mal en point. Je m'appelle Andrés Rodriguez. Rodriguez ? Répétez-vous en haussant un sourcil. Pour toute réponse, il sourit et vous entraîne par le coude vers une table à l'écart. Je vous expliquerai tout quand nous serons loin des regards. Vous examinez attentivement votre nouvel ami, qui n'a de latin que le nom, avec son teint très pâle, ses yeux bleus et ses cheveux blonds, pour ce que vous pouvez en distinguer malgré son crâne rasé et ses paupières bouffies. Rodriguez, répétez-vous encore, incrédule. Il hausse ses épaules. La génétique, j'imagine. Metal Gear. La vieille chabrette, y a pas vraiment de réponse à ça. Hein. On sait pas trop. On sait pas trop pourquoi on est là. Père et fils. Allez, ban Death for Fire of Lama. C'est bon. Vous prenez place à une table de bois si ancienne et si crasseuse qu'elle semble faite en caoutchouc. Les chaises sont vissées dans le sol pour éviter que les patients se blessent. Vous attendez, comme les autres, le service du repas abruti par les douleurs et les nausées provoquées par les puissantes drogues que l'on vous administre. 77. J'ai vu votre manège dans la cour. L'Espagnol parle la bouche pleine, comme pour couvrir ses paroles entre chaque bouchée. Vous songez à vous évader, n'est-ce pas? Confus, vous acquiescez. C'est bien ce que je pensais, mais ça ne marche pas comme ça. D'autres ont essayé avant vous. Putain, mais ils vont nous faire tous les... Le mec qui s'appelle Rodriguez, d'autres ont essayé avant vous, ils ont eu des problèmes. Qu'est-ce qu'il va y avoir bientôt, putain? La barre de fer? Ils vont nous sortir quoi, Brice de Nice? Il va nous casser? Qu'est-ce que c'est, ça, en fait? C'est un best-of de tous les comiques des années 2000? D'autres ont essayé avant vous, et ils ont tous fini dans la fosse de la chapelle. La fosse? Demandez-vous. Putain, mais on est vraiment Metal Gear. La fosse? Demandez-vous. Mais Andrés vous fusille d'un regard noir. Cet endroit n'est pas ce qu'il paraît. Les gens y entrent, mais personne n'en sort. C'est une couverture. On les enferme ici. Pour ce que vous savez. Pardon. On les enferme ici pour que ce que vous savez ne soit pas divulgué à l'extérieur. Les mots sortent de sa bouche emplie de nourriture comme un murmure et, l'espace d'un instant, vous avez l'impression de faire partie de cette bouillie de haricots mastiqués par le géant. Mais si vous désirez vous évader, j'ai un plan. C'est le lalilou-lélo. C'est Sharknado 4. Mais oui, j'avoue.
Je vous écoute, répondez-vous sans conviction. Autour de vous, les autres fous mastiquent bruyamment, vomissent ou se crachent dessus au milieu des cris et des rires. Putain, c'est Globtopus ce truc, c'est la carte en fait. Au fond de la salle, dans le coin le plus sombre situé du côté des chambres, est assise la jeune fille de la cour qui se balance, les mains sur les tempes. Vous ne devriez pas être ici, et moi non plus. Il est possible aussi que cette fille soit réelle. Rodriguez vous tire de vos pensées. C'est une chose étrange que tous les démons entament la conversation par la même rengaine, niant la maladie pour laquelle ils sont internés. Disons, je suis chercheur. Je travaillais à la Miskatonic, pour un professeur de médecine qui avait un souci avec un étudiant trop curieux du nom de West. Herbert West, trop bien. À ces mots, une image surgit des confins de votre cerveau. Des visions floues d'un lit infesté de punaises dans une mansarde sous les combles et d'une vieille femme édentée sous votre matelas qui vous lèche les orteils de sa langue dévorée par les asticots. What the fuck? Je sais des choses qui vous feraient dresser les cheveux sur la tête. La raison de ma présence en ce lieu importe peu, mais je suis parvenu d'une manière ou d'une autre à gagner leur confiance. Il montre les infirmiers qui vous surveillent. Ils me laissent gérer l'administration de leur traitement aux autres patients et en échange ne m'injectent plus de souches de malaria thérapeutique. Une forme de traitement promettait que la fièvre, par l'augmentation de la température corporelle et du débit sanguin, permettait de soigner le cerveau. Parfois, cela donnait des résultats. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs maladies, enfin notamment la malaria, qui étaient données parce qu'effectivement, en fait, il y avait plus de chances de survivre de la malaria. J'ai envie de dire de la merde, mais c'est genre, t'as 40% de chances de survivre, alors que l'autre, t'as 5% de chances de survivre. Mais si t'as une fièvre, ça peut tuer la maladie. Donc du coup, ils utilisaient la malaria pour sauver d'autres maladies. C'est ouf, non? Mais c'est un vrai truc, ça. Page 6. Tandis que l'homme à la peau claire continue de parler, vous remarquez que la jeune fille aux yeux tristes a disparu. Vous avez beau regarder partout, impossible de la localiser. J'ai bien étudié cet endroit et je crois qu'il existe un moyen de s'échapper par les égouts. Vous tâchez de reporter votre attention sur lui, mais vous vous égarez dans les mouvements rythmiques de sa bouche qui semble mastiquer l'oxygène de la pièce et le muer en un flux inintelligible qui vous empêche de respirer. Je vais réduire vos doses de médicaments pour les prochaines semaines. Vous devriez avoir l'esprit clair pour ce qui se prépare. Écoutez-moi attentivement car je ne répéterai pas. Il y a un entresol sous l'escalier principal de la salle des admissions où se trouve la chaufferie. Aucun des médecins ne s'y rend jamais. C'est là que travaillait l'ancien directeur de l'hôpital, ce maudit Verstrap. À ma connaissance, il est condamné et personne n'y descend plus. Nous devons trouver le moyen d'y accéder et de cette manière vous pourrez vous échapper. Et vous ? Questionnez-vous avec méfiance. Mon travail ici n'est pas achevé. Prenez connaissance de son plan, page 256. C'est la dernière page hein, quand même. Hop. Vous devez attendre plusieurs jours que les effets de la drogue soient éliminés de votre organisme avant que Rodriguez vous explique son plan. Les journées passent lentement, telle une brune monotone qui s'estompe petit à petit jusqu'à ce qu'enfin, un matin semblable aux autres matins, Andrés s'adresse à vous. Un des gardiens me doit une faveur. L'Espagnol fronce le nez de dégoût et vous montre une patiente parmi les plus jeunes du pavillon. Roulée en boule sur le sol, elle ne cesse de sangloter. Disons que ce maudit porc aime beaucoup trop de choses qu'il ne peut pas avoir. Si cela se savait, il lui en coûterait son poste et encore davantage. Il abuse des patientes ? Et d'autres choses que nous avons ici en abondance, des psychotropes. Le problème, c'est que ce qu'il réclame maintenant est hors de ma portée. J'ai presque réussi hier, mais le petit spectacle que j'ai improvisé n'a pas suffi. Il veut de l'éther. Ce produit est utilisé comme anesthésique et ne peut être obtenu qu'à l'infirmerie. Une fois que nous l'aurons, il nous permettra d'accéder au pavillon central où se trouve l'entrée des égouts. Pour nous déplacer dans l'hôpital, nous aurons besoin d'une carte, d'un jeu de clés et pour finir, d'un moyen de nous orienter dans les galeries souterraines.
Alors, si vous souhaitez l'interroger au sujet de l'éther, si vous vous intéressez aux clés, si ce sont les égouts qui attirent votre attention, ou bien si vous insistez pour qu'il vous raconte son histoire. Donc, éther, clé, égout ou histoire. Ok. L'éther, cette ressource infinie. C'est dans quoi? C'est dans... Et Légende d'automne? Ou Et au milieu coule une rivière qui a... un docteur qui se drogue à l'éther, je crois. Je sais plus. Bioshock. Ah, c'est possible aussi, hein. Pour l'instant, vous êtes sur Égout, je laisse l'œuvre de Dieu, la part de diable. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Je mélange un peu tous ces films. Ils ont un peu la même vibe. J'aime bien cette vibe. Je crois que j'aime bien l'œuvre de Dieu, la part du diable. Je sais plus. Les gens, on est à 2 votes. Vous pouvez encore voter. C'est le moment. Je vous rappelle que si vous êtes sub, votre vote coûte double. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. What? Ah, il y a eu un autre 1 après, donc on part sur l'éther. C'est Tentacle Blue qui a voté. 254. C'est juste ça. Quand vous questionnez Rodriguez au sujet de l'éther, il pose ses yeux bleus sur la double porte dans le mur de est du réfectoire. Derrière ces battants, il y a une armoire dans laquelle il garde les médicaments, et juste à côté se trouve la salle de vaccination. C'est là qu'il conserve les souches de malaria, et qu'on peut accéder à l'infirmerie. Il n'y a que 2 façons d'y entrer, mort ou mourant. Et c'est le seul endroit où se procurer de l'éther. Vous grommelez un juron tandis que votre cerveau commence à échafauder un plan pour entrer dans l'infirmerie autrement que les pieds devant. Comme l'histoire est à égalité, je vote pour histoire maintenant. Page 45. What the fuck? Il y a une Urtigan qui a l'air incroyable. Lorsque vous demandez à Rodriguez qu'il vous raconte son histoire et pourquoi il refuse de vous accompagner, il se trouble et fait mine de s'en aller. Vous vous montrez alors très clair. Sans ces informations, vous ne le suivrez pas dans cette folie. Après tout, il pourrait n'être qu'un démon parmi les autres, même s'il semble plus lucide. Quand vous menacez de le planter là, il se décide enfin à parler. Comme je vous l'ai dit, ma place n'est pas ici, mais je dois rester. D'obscures horreurs se cachent dans le monde que nous appelons normal. Des réalités étrangères à la nôtre qui, telles des fenêtres entr'ouvertes, nous laissent deviner des abîmes situés au-delà de notre compréhension. Malheureusement, Laetitia, mon épouse bien-aimée, sa voix se brise sous l'effet du chagrin, est entrée en contact avec ces poches d'une autre réalité et leurs habitants. Impossible, tout comme vous et tous les autres patients 77. Induits en erreur par la fièvre qui ravageait son corps, nous ne l'avions pas cru, ni moi, ni nos filles. Accepteriez-vous la réalité d'un cosmos infini, gouverné par des êtres abominables qui nous observent à travers un verre dépoli? D'abjectes intelligences qui nous surveillent, attendant le moment où elles pourront surprendre ce qui leur a apparu autrefois, alors que nous sommes bien peu nombreux à posséder la force d'âme nécessaire pour leur résister? Oh shit. 124. Étrangement, toutes les folies que vous raconte Rodriguez, vous paraissent parfaitement sensées et cela vous terrorise. D'horribles souvenirs percent le brouillard des médicaments, des lieux impossibles, des actes innommables et par-dessus tout, un nom que vous n'osez pas prononcer à haute voix. Cthulhu Fhtagn. Chuchotez-vous ensemble. Votre corps et votre esprit vous appartiennent de nouveau. Vous savez qui vous êtes. Vous n'êtes plus un fou dans un asile. Vous êtes une personne normale, parfaitement saine d'esprit, et vous tenez un livre entre vos mains.
Un grimoire rempli de secrets, de noms et de lieux répétés depuis la nuit des temps. Des écrits maléfiques qu'un prophète dérangé a cachés à l'intérieur d'un récit. Et vous avez une illumination. Le Necronomicon est bel et bien réel. Mais il ne s'agit pas seulement d'un vieux tome oublié sur les rayons d'une bibliothèque que tout le monde peut consulter. La véritable horreur se dissimule entre ces pages, secrets, impies dissimulés sous la forme de simples histoires, de contes partagés à voix basse autour d'une table. Et chaque fois que quelqu'un lit ces textes, invoque ces noms, un peu de la malignité de ces dieux est rapporté dans notre monde. Refermez ce livre maudit avant qu'il ne soit trop tard. Fin. Oh shit. Troisième fin qu'on a. Pas mal, pas mal. Bon, on revient. Du coup, c'est clé, égout ou plan. Ouais, let's go plutôt. Pas mal cette fin là en vrai. Le côté genre le mec qui nous dit non mais c'est ça en fait. Et nous on fait ah. Ah donc je ne suis pas fou. Tout ça c'était vrai. Huh. Ok. Eh ben c'est parti alors. Vas-y Cthulhu. Clé pour l'instant, ok. Je comprends. C'est une fin où on cherche plus à s'échapper parce qu'on sait que tout est vrai, c'est ça? Bah en fait ça veut dire qu'on n'est pas dans l'asile, on est juste en train de lire ce livre. C'est ça le truc, c'est ça comme fin. Alors, c'était clé hein. J'ai un doute. Oui, c'était clé. 223. L'actuel directeur de cet établissement est un grand malade, dit Rodriguez en levant le bras pour appeler l'une des infirmières qui servent l'eau. Un fanatique au pouvoir inimaginable du nom de Elsley qui vient de l'université de Miskatonic. Pour une raison inconnue, le terme fanatique, chuchoté de façon si péjorative, éveille en vous une sensation de malaise. Une forte nausée vous saisit tandis qu'un maelstrom d'images envahit votre esprit. Inexplicable vision d'hideuses créatures rampantes qui se tordent et crachent des bulles, à mi-chemin entre le rêve et une réalité des plus répugnantes. Parvenant à surmonter votre répulsion, vous finissez par boire, comme une bête assoiffée, à même la louche servant à verser l'eau. L'ancien directeur était encore pire, un verstrap. Il méritait vraiment d'être enfermé, je ne veux même pas penser à ce qu'il faisait subir aux patients. Les yeux de Rodriguez expriment une grande détresse comme si cela le touchait personnellement. Son bureau est situé dans le pavillon central. C'est là que nous trouvons les clés et, si la chance nous sourit, un plan de l'asile, mais le plus difficile sera d'y accéder sans carte, justement. Hop. Donc on va pas refaire les trucs, hein. Il n'y a plus que égout ou let's go. Égouts. Quand vous lui demandez comment vous vous orienterez dans les égouts, Rodriguez fait mine de porter une main au bandage qui recouvre sa tête, comme s'il était pris d'une migraine. Ce n'est qu'un simulacre pour vous montrer, sans en avoir l'air, le groupe des infirmières qui servent de l'eau aux patients. C'est la partie la plus délicate du plan. Observez bien les agissements de ces vieilles sorcières d'ici quelques minutes. Sur ces mots, l'Espagnol s'esquive, vous laissant seul dans le grand réfectoire. Si vous restiez trop longtemps ensemble, ça pourrait en effet éveiller des soupçons. Vous regardez les fous qui se baladent, se mordent les lèvres, s'arrachent les cheveux, éclatent de rire ou en sanglots sans raison apparente. Au bout d'un moment, les vieilles infirmières ouvrent un étroit compartiment dans le mur qui pourrait être un vide-ordure pour donner à boire à la louche à un infirme sans bras, ni jambes, qui en surgit en se tortillant comme un ver pour recevoir son breuvage avant de disparaître à nouveau dans l'obscurité. Quelques instants plus tard, Rodriguez est de retour et vous ne pouvez pas cacher votre surprise. Ça, c'est Richthofen, surnommé l'anguille humaine.
C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles on devrait envoyer cet endroit maudit rôtir en enfer et recouvrir ses fondations de sel. Mais c'était quoi par tous les diables? Un homme, je crois. En tout cas, autrefois, c'était un soldat allemand de la Grande Guerre qui souffrait d'hystérie du combattant. Il a été trouvé au fond d'une tranchée de la Marne. Putain, Reims! Pardon. En train de dévorer ses propres camarades. Il ne supporte pas la lumière ni les espaces ouverts. Il est persuadé que des francs-tireurs l'attendent pour l'éliminer, mais vous pouvez me croire, cela aurait été pour lui un meilleur destin. Mais comment cet être sans bras ni jambes pourrait-il nous aider? Richthofen est le roi de l'évasion. Il est doué d'une souplesse surhumaine. Une fois, il a même réussi à déformer suffisamment son corps pour se glisser dans l'un des puisards de la cour. Le directeur Verstrap lui a sectionné les tendons d'Achille pour éviter une nouvelle tentative, mais cela ne l'a pas découragé. Ce maudit Allemand a remis ça, encore et encore, malgré les représailles. Sa soif de liberté n'a d'égal que la cruauté de nos ravisseurs. À chaque fois, ils l'ont multiplié davantage, jusqu'à le laisser tel que vous l'avez vu. Une abomination plutôt qu'un être humain. Mais si quelqu'un ici sait comment gagner les égouts, c'est bien lui. On met le plan à exécution. Oh putain. Vous avez désormais une assez bonne idée de la teneur du plan d'évasion de Rodriguez et il semble tenir la route. Autour de vous s'agglutinent les autres internés, malades ou infirmes, désemparés que la réalité a laissés sur le bord du chemin. Mais la pitié ici n'a pas sa place. Il vous faut quitter cet endroit pour témoigner de toutes les horreurs que subissent ces gens. Vous n'êtes pas fous et le temps est venu pour vous de regagner le monde extérieur et de l'avertir des dangers qui se dissimulent dans les obscures dimensions invisibles à nos yeux. Vos options sont très claires, reste à les mettre en œuvre avec succès. Marquez cette page afin de pouvoir revenir à chaque étape du déroulement du plan. Est-ce que j'ai un marque-page digne de ce nom? Oui. Hop. Alors... Donc, Éther en premier, carte, clé, orientation, égout, abandonné, ah non, le dernier on peut pas le faire. Donc, pour obtenir les terres, commencez par la tâche 14. Pour procurer la carte et les clés, rendez-vous page 173. Pour vous assurer de vous orienter dans les égouts, page 239. Si vous considérez que ce plan est aberrant et qu'il est préférable de vous soigner, optez pour la page 131. Je pense que le plan peut parfaitement marcher, même si on a réussi à s'échapper une fois. 2 fois même techniquement, parce qu'une fois on a annulé tout ça, donc bon. Égalité. Bon, on va commencer par Éther, du coup, c'est le numéro 1. 14. Dans votre esprit, le plus urgent est de trouver l'Éther, mais les jours passent et vous ne voyez pas comment accéder à l'infirmerie sans être gravement blessé. Rodriguez tient sa promesse, votre traitement est réduit au strict minimum. Votre état de torpeur s'estompe peu à peu. Les sens les plus aiguisés, vous observez les routines et remarquez des détails de la vie quotidienne dont vous n'aviez pas pris conscience. Les infirmiers ne sont jamais remplacés et se comportent de la même manière jour après jour comme s'ils jouaient un rôle ennuyeux dans une pièce de théâtre interminable. De la même façon, vous constatez que les patients ne sont pas aussi dangereux que vous le pensiez et vous vous liez d'amitié avec certains, un pianiste qui a perdu la raison en même temps que l'usage d'une main et qui se prend pour Napoléon, sa main blessée dissimulée dans le revers de sa blouse. Des mères traumatisées par la mort de leur enfant ou de simples vieilles femmes atteintes de démence sénile que leurs petits-enfants ont abandonnées à leur sort. Personne n'est spécialement violent. Ce qui vous frappe avant tout, c'est que leurs histoires sont des clichés, vagues copies de scénarios que vous auriez pu trouver dans des opérettes à petit budget.
Vous pouvez tenter de provoquer une altercation dans la cour avec un patient plus violent ou vous rendre malade volontairement. Violence ou maladie. Je pense qu'on va juste tuer quelqu'un. Je sais pas. Le plan c'était se rendre malade, hein, je rappelle. Je crois. Suspense. Maladie, très bien. 146. Vous avez remarqué une chose, c'est le surveillant. Leur absence totale d'intérêt pour les patients. Tous les lundis, on vous injecte une souche infectieuse aléatoire. Selon une théorie médicale avancée, les sueurs et les accès de fièvre soulagent le cerveau des autres maux qui l'affectent. Il vous sera donc difficile d'être plus mal en point que votre état habituel et il faudra compter sur une surdose de virus pour qu'on vous conduise à l'infirmerie par crainte d'une épidémie qui pourrait décimer l'ensemble des patients. Vous décidez alors de sortir dans la cour en petite tenue, d'ingérer toutes les saletés qui traînent sur le... What the fuck. D'ingérer toutes les saletés qui traînent sur le sol et vous injecter tout ce qui se trouve sous votre main pendant les longues séances de vaccination, jusqu'à ce que votre corps crie grâce et que vous finissiez par vous effondrer, saisi de terribles convulsions. Peu à peu, votre conscience vous abandonne et, au fur et à mesure que le monde s'obscurcit, un chœur de sourires de chats de Cheshire se forme autour de vous en guise d'adieu. Vous reprenez connaissance. Ah putain. Tiens, regardez qui nous avons là. Le visage couvert par un masque chirurgical, un des innombrables médecins que vous avez aperçus dans l'hôpital s'approche de vous. Devant une petite lampe à huile, il examine vos pupilles avant d'allumer une cigarette. On dirait que vous aimez la morphine, pas vrai? Vous dit-il dans un éclat de rire, tandis qu'il abaisse son masque pour aspirer une profonde bouffée et vous soufflez sa fumée au visage. Derrière vous retentissent des rires féminins, moqueurs et désagréables. Quand vous essayez de voir d'où ils proviennent, vous vous rendez compte que vous êtes attaché sur le lit avec des liens en cuir. Alors, mon enfant, où avons-nous mal? D'une longue main osseuse et brutale, il vous pince le ventre. Ici? C'est douloureux. Je m'apprêtais à inviter ces dames à déguster quelques bulbes, voyez-vous. Même si vous ne voyez rien, il désigne un groupe d'infirmières hilars qui vous observent. Et vous avez tout gâché. Vous devez donc aimer souffrir pour continuer à vous conduire comme un benet. Sans autre forme de procès, il vous enfonce un bâillon de cuir dans la bouche et vous vous retrouvez totalement impuissant. Si vous le permettez, mesdames, je crois qu'une thérapie par aversion s'impose pour ce patient. Et sans prévenir, il écrase sa cigarette sur votre pommette. Vos cris sont étouffés et la douleur est si vive que de grosses larmes coulent sur vos joues. Votre agonie se prolonge pendant ce qui vous paraît des heures, tandis que le docteur et sa cohorte d'infirmières s'acharnent à vous torturer de toutes les manières imaginables. Quand on vit des deniers publics, répète-t-il chaque fois que vous êtes à deux doigts de perdre connaissance, on ne peut rien demander ni espérer de ceux qui gagnent leur pain à la sueur de leur front. Et alors que vous êtes résigné à mourir, la porte s'ouvre sur deux hommes vêtus de coûteux costumes noirs, suivis par un gardien, également en noir. « Cela suffit, docteur Halsey !» crie-t-il à l'unisson, et le médecin recule de façon ridicule, comme une marionnette dont on aurait tiré les fils invisibles. « Maudits anciens, vous n'avez aucun droit de vous mêler de mes affaires, je vous ai déjà donné... » Il semblerait que les sévices que vous ayez subis vous aient affecté encore davantage que vous ne l'auriez cru, car les voix des deux êtres qui répondent à votre bourreau vous font l'effet du claquement des mandibules d'un insecte. Tandis que l'on défait vos liens sans aucun ménagement, les nouveaux venus montrent le numéro inscrit sur votre blouse. Vous disposez de milliers de fous pour vos expériences, Halsey. Les 77 sont à nous. Si vous souhaitez vous laisser faire voir ce qu'il va devenir, ou si vous préférez tenter de vous libérer en faisant usage de la force. Votez les gens. Vous aimez les bulbes?
La mauvaise fin ou la mauvaise fin? Je sais pas. Je pense que c'est pas une mauvaise fin si on se laisse faire. C'est serré, hein. J'avoue, là, je laisse un petit peu. Je vous ai dit, hein, on fait une fin de plus et c'est tout. Donc là, attention. Hein. Bon, se laisser faire. Très bien. Bouillant de rage à cause des brûlures et des coupures qui vous ont infligées, vous vous obligez pourtant à ne pas bouger de votre civière. Les trois hommes s'apostrophent vivants, tandis que le gardien chasse brutalement les infirmières, qui gloussent comme dans un poulailler. Vous remarquez qu'en dépit de leur tenue blanche courte et moulante, elles sont anormalement vieilles, telles d'affreuses parodies de pin-up. Vous profitez de l'agitation pour vous lever, fouillant l'infirmerie des yeux en quête des flacons d'éther. Là! Sans laisser le temps à personne de déchiffrer vos intentions, vous feignez de perdre l'équilibre et vous effondrez contre l'armoire à pharmacie. Entre les masques servant pour les anesthésies, vous ramassez un petit flacon brun que vous glissez subrepticement sous votre blouse tout en vous tordant de douleur sur le sol. Les jours suivants passent lentement dans votre cellule sous l'effet des tranquillisants que l'on vous administre le temps que vos blessures cicatrisent. Qui était donc ce mystérieux homme en cuir? Au moins vous tenez votre flacon d'éther. Ok, on revient à la page 120 et on passe à l'étape suivante, la carte 173. On a réussi, bien wesh. Le plan semble tenir la route, jusqu'à ce que vous appreniez que vous devez vous introduire dans le bureau du directeur. Lorsque vous annoncez à Rodriguez que le moment est venu de vous attaquer à ce que vous considérez tous les deux comme la partie la plus difficile, il se montre bizarrement agité, comme s'il voulait parler mais ne trouvait pas ses mots. Vous le poussez à s'exprimer et il finit par vous dire la vérité. En ce qui me concerne, je ne quitterai pas l'hôpital. La seule chose que je vous demande, quand vous serez dans le bureau, c'est de chercher le dossier de ma femme, Laetitia. Je vous en conjure. Devant la détresse de votre ami, il vous est impossible de refuser. Vous acquiescez et lui promettez solennellement de lui rapporter si vous mettez la main dessus. Pour mener à bien cette partie du plan, il faut que l'infirmier dégénéré vous permette d'accéder au pavillon central. Avez-vous obtenu ce qu'il a exigé? Si vous avez l'éther, page 62. Votre ami s'est chargé de cacher le flacon d'éther dans ses sous-vêtements. Heureusement, ou pas, la lessive n'est faite que tous les 2 mois, ce qui est assez pratique en l'occurrence si vous ne craignez pas la gale ou les puces. Le temps s'écoule dans une succession de jours et de nuits monotones sans aucun événement, jusqu'à ce qu'un matin, qui pourrait appartenir à une autre année, vous entendiez le déclic du loquet de votre chambre qu'on déverrouille. Terrorisé, vous vous glissez dans la pénombre sous votre couverture en loques, redoutant qu'on vous frappe ou qu'on tire brutalement du lit pour une thérapie quelconque. Pourtant, rien ne se passe. Alors que vous reprenez courage, vous osez jeter un œil et constatez que la porte de votre cellule est entrouverte. Vous avancez dans le couloir et regardez des deux côtés. Personne. Défile la succession lugubre des cellules de l'aile ouest, relativement silencieuses hormis des raclements de gorge, des hurlements occasionnels provoqués par les cauchemars des internés et des gémissements incessants qui vous glacent le sang. Arrivé au bout du couloir, l'horreur vous a retourné l'estomac. Un escalier de marbre descend vers les parties communes. Combattant votre peur et un sentiment de danger, vous jetez un dernier regard à la galerie des fous. Vous manquez défaillir quand vous contemplez l'enfilade de centaines de portes marquées de numéros se perdant dans l'obscurité tel un cauchemar tortueux. Derrière ces portes, des âmes tourmentées attendent leur destin et la mort qui mettra un terme à leur existence infernale. Une profonde pitié vous étreignant le cœur, vous descendez les marches, espérant laisser bientôt derrière vous cette maison de la démence et ne pas vous enfoncer plus profondément dans l'horreur. À partir d'ici, vous ne savez pas très bien quoi faire. Donc soit la zone des bureaux, soit l'infirmerie. Normalement, c'est la zone des bureaux, hein, je crois. Mais libre à vous. Votez. Les terres, c'était pas difficile, il suffisait de manger de la boue et de se faire juste torturer. En vrai, c'est un truc plutôt simple. C'est assez passif.
Non? Bureau, très bien. 108. Alors que vous vous enfoncez dans le cœur de l'asile, il vous apparaît clairement que toute cette partie du plan est une absurdité. Vous traversez les couloirs silencieux en vous efforçant de garder le cap vers l'est. La hauteur des plafonds et l'exiguïté des corridors ne laissent planer aucun doute. Vous êtes prisonnier de la folie d'un architecte torturé. Pas une fenêtre, pas un tableau ne vient rompre la symétrie de ce labyrinthe, au point que vous avez l'impression que vous êtes perdu dans un tableau d'Escher, où les notions d'espace, de la droite et la gauche, le haut et le bas, n'ont plus aucun sens. Vous finissez pourtant par arriver devant une porte de bois sculptée sur laquelle vous reconnaissez le bâton d'Esculape. Sans bruit, vous poussez le bâton avec une certaine répulsion jusqu'à ce que vous découvrez derrière vous. Et ce que vous découvrez derrière vous vous emplit de confusion. Il s'agit d'une sorte de chapelle, très différente de celle que tous les cultes que vous connaissez. Pas de banc pour les fidèles et le sol est recouvert d'une dalle d'une matière qui a l'apparence de l'ardoise, mais spongieuse au toucher. Au cœur de la pièce se dresse un pilier de pierre brute, noirci par la graisse, dans laquelle est grossièrement taillé un animal totem, ou ce qui lui ressemble, car il présente aussi des traits anthropomorphes. Vous vous approchez de l'étrange sculpture pour l'examiner. On va crever. La monstrueuse sculpture présente l'apparence d'une sorte de bouc dressé sur ses pattes arrière qui rappelle le démon Baphomet, en 1000 fois plus terrible. De ce qui semble être un tronc émergent des centaines de cils pulsants, des tentacules qui s'enroulent, formant une masse répugnante qui, bien que taillée dans la pierre, est sans cesse en mouvement. Des dizaines de tuniques noires sans ornement que rien ne différencie les unes des autres sont suspendues à des crochets plantés dans les murs. Oh shit. Vous cherchez une sortie permettant de quitter ce lieu, mais vous ne trouvez qu'une fosse au pied de cet hôtel impie. Tout porte à croire que ce n'est pas ici que vous trouverez le bureau du directeur, à moins qu'un nouveau plan prenne naissance dans votre cerveau. Revêtir une de ces tuniques noires et voir ce qui va se produire. Après tout, c'est un uniforme, et sous ces larges pans, vous pourriez passer pour un fanatique comme un autre. Vous pouvez rebrousser chemin et tenter de gagner les bureaux en passant par l'infirmerie, ou alors rester là pour découvrir ce qui se trame. Soyez curieux, les gens. Votez. Et oui, c'est Choub-Nigurat. Choub-Nigurat, une chèvre adorable qui ne veut vous que du bien, les gens. Donc, ne laissez pas Choub-Nigurat de côté. Et oui, on veut explorer, on va peut-être mourir, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir ce qui se cache sous les différentes fins. Allez, on explore. 115. Bien décidé à découvrir ce qui se trame dans ce maudit hôpital, vous revêtez une des tuniques noires et vous dissimulez dans le coin le plus sombre que vous puissiez trouver. Accroupe-t-on dans l'ombre, vous avez tout le temps de ressasser votre situation. Alors que votre volonté est sur le point de faiblir et que vous êtes à 2 doigts de regagner votre cellule, la porte s'ouvre et plusieurs dizaines de personnes s'engouffrent dans la pièce. Ce sont des médecins, des infirmières et même quelques patients. Vous attendez qu'ils aient presque tous enfilé leur tenue avant de vous mêler à eux. Un des docteurs s'approche du pilier central, les 2 mains levées. 2 autres personnes l'imitent, avec quelques secondes de décalage, tel un écho visuel du premier. « Yaï, yaï, Choub-Nigurat !» psalmodie-t-il. « Ya, ya !» répondent les fidèles en extase, auxquels vous vous joignez comme si cela était tout à fait normal. « Nous sommes ici en ce jour pour accompagner notre maître, Verstrap », poursuit l'officiant dont le faciès ressemble tout à coup à un masque de caoutchouc. Un des gardiens vêtus de noir que vous aviez aperçu plus tôt entre dans la chapelle en poussant un fauteuil roulant. Tremblant de peur, allez en page 34. Les autres le rejoignent, poussant la chaise jusqu'à l'autel. Vous parvenez à distinguer le corps squelettique qui est assis. Les fidèles se prosternent. Il s'agit du cadavre à moitié momifié d'un vieillard. D'après ce que vous croyez entendre, ce serait l'ancien directeur de l'hôpital, un certain Verstrap.
L'ensemble de la cérémonie s'articule autour de ce qu'ils appellent le processus de réanimation. À la suite d'une série de rites inidentifiables, un des fanatiques sort du cercle sous les applaudissements. Le service semble atteindre son point culminant lorsqu'il injecte au cadavre une substance verdâtre, étrangement phosphorescente. Après plusieurs minutes pendant lesquelles les adeptes échangent des regards jubilatoires, le corps se met à convulser et une sorte d'extase s'empare de l'assistance, qui hurle « Ya, ya, Shub-Niggurath, la chèvre noire des forêts aux 1000 chevreaux !» Horrifié, vous êtes le témoin du retour à la vie du défunt desséché. L'un des médecins se rengorge, félicité par les autres adorateurs du mal. « Bravo, docteur Halsey, votre mouture de la solution de réanimation de West a parfaitement fonctionné. » Quand tout est terminé, vous regagnez votre cellule d'un pas vacillant, sans la moindre velléité de vous enfuir. Vous savez que c'est impossible à partir de maintenant. Vous allez consacrer tous vos efforts à la destruction totale de cette atrocité contre nature. Qui sait, peut-être que vous réussirez. Fin. Du coup, vous voyez l'épaisseur du bouquin. Je pense qu'il y a beaucoup de fins possibles. Là, on en a eu pas mal quand même. Et on a vu du coup, voilà, on a poussé le point. Franchement, c'est pas mal. C'est vrai qu'on est tombé sur des fins un peu faciles au début, mais je trouve que c'était vraiment pas mal. Chaque fois que Maxime nous influence, on meurt. C'est vrai. Bah, je trouve que là, il y a plein de possibilités. On voit, c'est beaucoup plus ouvert que les autres, je trouve. J'ai beaucoup bien aimé, comme on dit. Il est cependant temps de vous faire gagner l'intégralité des Choose Cthulhu. Et ça, c'est pas R. C'est moi qui vous le dis, c'est pas R. Donc, on va le gagner avec Marble on Stream, évidemment. Hop. Los Bibias, tout à fait. Bon, je vais essayer de trouver une zone cool quand même. Hein. Hop. Attendez, il faut que je trouve... Race. Twisting Tumble. Ça m'a l'air pas mal. Je vérifie que la course est bien. Ça va être court. Le record est tenu par Elenak. Point d'exclamation play pour rejoindre les gens. Et donc c'est pour remporter l'intégrale des Choose Cthulhu grâce à l'éditeur que vous pourrez remercier quand même. Hein. Je ne participe pas à la course, évidemment. Je rappelle que c'est gratuit pour vous. Il suffit de faire point d'exclamation play. Il n'y a rien besoin d'installer ni rien. Juste mettre point d'exclamation play dans le chat et vous pourrez remporter les 7 tomes de Choose Cthulhu. Plutôt cool. Point d'exclamation win. C'est sûr, ça marche. Allez, c'est parti. Il vous reste 20 secondes pour le faire et après, c'est parti, les gens. Attention, ça va être très court. Hein. Boost hack. C'est sûr, ça marche. Et les inscriptions sont finies. C'est parti. Alors, le fantôme d'Elenak ne compte pas, hein, bien évidemment, dans les résultats. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Kwakubé. Ou Kwakubébé, c'est ça peut-être. Ok. La course se divise en deux. Ceux qui vont à gauche ont un avantage certain puisque Elenak a le record. Donc on sait que vraisemblablement en allant à gauche ici, enfin à droite pour vous, c'est mieux. Mais là-bas, ils sont quand même vachement plus avancés. Déjà, Catherine Personator est bien placée. Attention.
Ouh là là, très bien placé pour Jacket Impersonator. Ouh là là, Moskiju, Nekour. Attention, je vous rappelle, à n'importe quel moment, quelqu'un peut sauter et arriver directement là. Mokiju, Yasta. Ça serait trop drôle que la vieille chevrette arrive et saute directement. Attention, c'est Yasta qui est en numéro 1 pour l'instant. Mokiju! Mokiju! Putain, Gekmu, Nekour, Yasta, c'est dommage, c'était tout près. Bravo. On attend la fin de la course là, la vieille chevrette. Yes. 1 minute. 1 minute 50 pour finir un truc qui a été fini en 55 secondes. Je sais pas si c'est un bon score, mais bon, bravo Mokiju. Bien wesh. Alors Mokiju, je vais te donner un code à envoyer par mail à globtopus@gmail.com pour valider que c'est bien toi. Hop là. Et donc tu m'enverras ton mail avec peut-être... Je vais peut-être t'envoyer le mail simplement. Donc, le code c'est 0340. Et voilà. Et oui, la soirée est déjà presque terminée, les gens, parce qu'il ne restait qu'un livre. Et que demain c'est tournage. Enfin, c'est organisation de tournage, mais ouais. Du coup, on va peut-être faire le programme de la semaine prochaine. Maintenant, que ça va être fait. Il y a un steak de choub-nigorat en lot de consommation. En consolation. On vous donne en consolation un steak de Nekour. Maintenant, il faut aller le chercher. Et donc, c'est une chasse à l'homme. Voilà. Donc, mardi, 21h, à Globy Epic. Globy Epic. Armored Core. Je vous rappelle que Armored Core 6 est dispo sur Gamesplanet. Vous pouvez l'avoir en promo avec le code MECTOPUS pour l'avoir à moins 14%. La plus grosse réduction que vous pouvez avoir. Hein. Ensuite, mercredi 21h, Globy. Oh, alors, j'ai pas eu de réponse de CC Trouille. Ah, attendez, peut-être que si. Il y a ma copine qui dit: je veux bien jouer à Bread and Fred avec toi en live. C'est quoi Bread and Fred? Quelqu'un connaît Bread and Fred? Mais je pense pas qu'elle veuille jouer avec moi à ça. Ah, ça a l'air mignon, ouais. Vous voulez des lives avec Spicy Flesh? Moi, je suis pour. Bon. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je mets un Globy Aurore mercredi. Et on verra. Donc dimanche, en tout cas, c'est sûr, pas de live parce que je partirai en vacances. Enfin. Pas de live. Et samedi, à 21h, Globy Epic, Starfield. Ça me fait beaucoup trop rire, les gens. Ça me fait beaucoup trop rire. Vendredi à 21h, je vous garantis... Bof. Ah si, je pense que je peux. Live JDR à la Zob. D'accord. Jeudi, pas de live. Je pense que c'est pas possible. Question, il faut juste renvoyer le code au mail de Globtopus. Oui, tout à fait, Mokiju. C'est pour valider que c'est bien toi. T'inquiète pas.
Et du coup, l'éditeur prendra contact avec toi. Merci pour Mectopus, pas de souci. En vrai, ça serait rigolo. Bah écoutez, voilà. Donc, sachez que j'ai rajouté 2 types de live pour 7 octobre. D'abord, vous aurez un Gartic Phone avec une chier d'artistes de la commu. Quand je dis une chier, c'est que là, il y en a déjà 9. Hein. Donc, c'est quand même pas rien. Notamment Necour, mais aussi Escape RPG, mais aussi Johan Corgier, Alexis, Zou, évidemment. Voilà, il y a beaucoup de monde. Je vais redemander à d'autres. Donc, ça va être pas mal. Je pense que ça va être un Gartic Phone de l'enfer. Mais j'essaierai de mettre aussi des personnes comme ces étrouilles qui ne sont pas artistes parce que je trouve ça beaucoup trop drôle. Donc voilà. Pas trop d'expression de dessiner pour non, parce qu'il y aura d'autres gens qui sont moins bons que moi. Donc tout va bien. Ouais, ça sera c'est déjà calé, c'est le 10 octobre. Hop. Et d'ailleurs, je vais corriger ça maintenant. Tac. Donc, Gartic Phone. Je vais pas mettre la liste des gens parce qu'il y en a trop. Ok. Et il y aura aussi un live un live tier list avec tous les films d'horreur, etc. pour se taper un petit peu ben voilà toutes les tier lists de films d'horreur possibles, quoi. Donc ça sera normalement ouais, ça sera là. Tier list film d'horreur. Et on le fait au début du mois, comme ça vous aurez plein de trucs. Voilà. De toute façon, est-ce qu'on peut vraiment être bon sur Gartic Phone ? Généralement, c'est comme le dit Escape RPG, je pense que moins on est artiste, mieux c'est. Mais voilà. Question, y aura-t-il un code Meftopus pour contrebalancer le juste évident du code Mectopus ? C'est vrai que c'est drôle. Malheureusement, non. Car, eh bien, c'est pas des mecs, c'est des robots. Et les robots sont non genrés. Voilà. Un robot, c'est un robot. D'ailleurs, j'ai fait un truc de tier list, je te recommande, c'est plus simple que tier maker. C'est vrai, Zefling. D'ailleurs, Zefling, tu peux mettre le lien si tu veux, parce que c'est vraiment cool. J'ai trop envie de jouer à Armored Core. Il sort à quelle heure ? Je suis sûr qu'il sort genre pile après. Ça serait beaucoup trop drôle qu'il sorte à genre 15h, genre l'heure à laquelle je pars ou un truc comme ça. Le jeu d'être disponible dans moins d'une heure. On fait un live dessus ou pas ? Un petit live découverte à la Zob. Non mais si, je dois dodo, mais ça vous dit ? Écoutez, pas à minuit parce il va falloir s'il s'installe, machin, truc muche. Mais un truc genre 1h du mat ? Ça vous va, 1h du mat ? 1h du mat ou... Attendez, je vous fais voter. Je vous fais voter parce que je suis un mec sympa. Quelle heure ? Donc, minuit, c'est non. Mais minuit et demi, 1h. Votez. Sachant qu'on fera quand même le live la semaine prochaine. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'est juste un live découverte, full découverte. Vous attendez pas à un truc de ouf. Hein. On est juste là, c'est un petit live à un night hall à l'ancienne, quoi. Je l'ai déjà préload. Vous inquiétez pas. Et c'est juste que j'ai des trucs à faire. Minuit et demi ? Ok. Bon, allez, hop. À tout à l'heure, minuit et demi. Le rendez-vous est pris, d'accord ? À tout à l'heure. J'ai trop hâte. Je vous rappelle le code pour vous de l'acheter. C'est Mectopus. Je suis trop heureux. Ça va être trop bien. Bref. À demain. Minuit et demi. Bisous, bisous. Et à toutes. Je le rajoute au programme.
Ah voilà. Et ah putain, YouTube, c'était vachement long la fin, je suis désolé pour vous. Bon, c'est pas grave. À plus, hein, YouTube.